village en 1830, il s'arrêtait à la rue Gambetta. Vous avez que des champs. On habite carrément dans le village, vous faites 200 mètres, vous êtes en colline déjà. C'est pas beau ça? Ah ben, on va pas dire qu'on vivait en autarcie, mais il n'y avait pas grand monde qui venait. Alors les gens vivaient de la châtaigne, ils vivaient du bois, ils vivaient du liège. La forêt rapportait beaucoup à l'époque. Nous, on était 3000 habitants, il y avait 5 bouchonneries, 2 scieries à Coloboyard, il y avait beaucoup de monde. Je suis tombé amoureux du village parce que je voulais faire un retour à la terre. C'était dur, mais bon, c'était une vie simple mais saine. Alors c'est certainement la magie du village. Que tous les gens, je leur dis, t'habites à Coloboyard, je leur dis, mais c'est en France. Hein. Ah, il n'y avait pas la machine à laver. Il n'y avait pas le frigo, il n'y avait pas la machine à laver, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien, quoi, je veux dire. Nous, on était soudés. Il y avait deux lieux où les gens se sont toujours réunis. C'est le vieux pont, où il y avait la fontaine qui coulait. Vous aviez une procession, où le soir pareil, procession de gens qui attendaient pour prendre son eau. L'eau a été amenée par, je crois que c'était M. Martin César, qui était maire de Colobrières et qui a amené les premières fontaines à Colobrières depuis les sources de la Sauvette. Voilà, qui soi-disant sont des sources qui viennent des Alpes. Et mon mari, lui, c'était le puits, il descendait le seau, tandis que moi, c'était que la fontaine. C'était facile, quoi. Il avait un casier en fer avec une chaîne, et il descendait les bouteilles dans le puits, le melon, la pastèque, et chacun tirait sa ficelle pour récupérer son seau. Vous en aviez qui venaient et qui buvaient l'apéritif près de la fontaine. Et ils discutaient. Toutes les années, maintenant, c'est la grande fête. On fait un grand taïoli et musique, tout ce que l'on veut. Et c'est la fête des fontaines. Toutes les fontaines, on les remplissait de fleurs. Maintenant, on dépose une fleur sur chaque fontaine. Oui. m'a donné cette photo, et donc, j'allais avoir cette fontaine. Et c'était à ma tante, hein, qui avait 5 ou 6 ans. Voilà. Non, là, ça, sur la photo, ça, c'était ma tante, hein, que maintenant, elle a disparu. Hein. D'ailleurs, vous savez, la grande rue qui monte là, la rue Jean Jaurès que vous prenez pour monter ici, c'était à l'époque, ça s'appelait la rue du Vacarme. C'est les roues des charrettes qui, le matin, de bonne heure, à l'aube et le soir, c'était les charrettes qui remontaient la rue Jean Jaurès. Et avant, c'était pas goudronné, tu sais, c'était avec des pierres et ça faisait beaucoup de bruit. Eh bien, c'est là où il y avait le plus de monde, tu comprends? C'était ça le Vacarme, c'est comme tout le monde parlait, tout le monde sortait avec les chaises le soir qui prenaient le frais. Et puis ces chaises-là ne bougeaient pas. Et il ne fallait pas que quelqu'un vienne de prendre la chaise de celui qui l'avait mis. Tout le monde était devant la porte et les enfants, bon, ils étaient dans la rue, s'amusaient, voilà. On dit toujours de mon temps. Désolé, il n'y avait pas de télé. Mais par contre, pour nous, enfants, c'était bien en même temps, puisque après le repas, on pouvait ressortir. Et ça, c'était tous les soirs. Et nous, gamins, ben, pendant qu'ils racontaient leurs histoires, les parents, ben, nous, on s'amusait, on faisait les fous. Oui, l'alimentation, elle a toujours existé, là, à l'époque. Hein. Mais c'était la grand-mère de la petite fille Lombard. Moi, je suis petite fille d'épicier. Ça fait que j'ai passé toutes mes vacances à faire l'épicière. Pas de maintenant. Hein. Il n'y avait pas le code imprimé sur la barquette. Hein. 1er janvier, où on mangeait à côté du magasin. Donc, 1er janvier, il venait, j'ai plus de moutarde, tu peux m'ouvrir, tu peux me donner un pot de moutarde. Il n'y avait pas d'horaire. Hein. Coloboyard, il faut que vous sachiez un truc, c'était un village qui était très politique. Il y avait le bar de droite, le bar de gauche, le boulanger de droite, le boulanger de gauche, l'épicier de droite, l'épicier de gauche. Suivant les associations dans lesquelles vous rentriez,
je pourrais vous dire notre couleur politique. Il y avait le cercle des travailleurs et puis il y avait le cercle des bourgeois. Ils se réunissaient le soir pour jouer aux cartes. Alors les uns étaient en costume velours avec une lavalière et les autres étaient en bleu de travail. Mais c'était deux cercles séparés. Une espèce de petit bar qui était regroupé, je pense, par affinité plus ou moins politique, etc. Mais en fait, tout ça discutait bien. Et quand il y avait les élections, on trempait les vestes dans les fosses septiques. À l'époque, il y avait beaucoup de fosses septiques. Et après, on allait les accrocher au balcon. Oui. Mais par contre, là, parce que bon, on était jeunes, il fallait partir. Parce qu'il y en a qui tiraient en l'air, mais il y en a qui tiraient pas trop en l'air. Ils tiraient un peu à... Donc on partait en courant comme des fous. Et quand ça devient très tendu, à plus se parler, donc voilà, se traiter tous les noms, non, c'est pas mal. Hein. Alors le cinéma, c'était un truc, mais c'est un truc de fou. Quand vous y tapez dessus, vous n'y voyez plus rien parce que tellement qu'il y avait de la poussière. Le gars qui avait le cinéma l'appelait Trompette. Il était toujours au bar, il était alcoolique. Il était toujours au bar. Et le cinéma, il marchait que quand il voulait, la truc, quand il voulait aller à l'ami. On est arrivé et on lui disait, ça marche pas. Il disait, je sais que ça ne vient pas de la courroie, mais je vais la démonter quand même. Ou alors vous passiez à 2 ou 3 heures du matin, il était sous là-haut. Vous entendiez la bobine qui tournait, lui il dormait. Mais... Ah, c'est le cinéma, c'était un truc. Il y avait le dernier Oranger et Bernard Monnier. Il me dit toujours, tu t'en rappelles, au cinéma, on se mettait derrière vous pour vous voir vous bécoter. Qui c'est qui faisait le cinéma? Pas tout le temps, hein? Mais pendant quelques années, c'est moi qui faisais la projection. Ah, c'était bien, c'était une bonne rencontre. Hein. Il n'y avait que ça aussi. Hein. Les télévisions n'y étaient pas à ce moment-là. Hein. Ben, une belle salle, une partie qui surplombait la rivière. Et je crois que c'était à cet endroit qu'était passé l'écran d'ailleurs. Peut-être par mesure de sécurité, je ne sais pas. La vie ne présentait pas des difficultés qu'aujourd'hui, on sortait plus facilement. C'est-à-dire que le soir, après l'école, on partait au-dessus de la maternelle, là, près de la vieille église. Puis alors là, il y avait pas mal de châtaigniers. Il fallait griller les châtaignes, voilà. Tout le monde était là-bas. Hein. Et on jouait aux Indiens, aux cow-boys, ou à la vieille église, ou à l'époque à la tour au-dessus du village. Il y avait la rivière de la Verne qui offrait ce qu'on appelait des bourgs d'eau, c'est-à-dire des poches d'eau, puisque l'intérieur c'était de la roche, hein, c'était des grands creux de roche. On y allait en vélo, en plus on avait des vélos déjà. Quand on arrivait là-haut, on est portail avec 5 km, on était fatigué. On appelait ça l'escalion. C'était un pont qui faisait à peu près 12 mètres de long. On avait l'impression que c'était la piscine olympique. L'eau était propre, elle coulait, elle était blanche, elle était fraîche. On allait s'apprendre à nager. Eh oui. À l'époque, c'était dans la rivière, elle n'est pas à la mer. Ah oui, en moderne, sûr, tout le monde suit. Là. Quand on a tous 13, 14, 15 ans, tout le monde suit. Après, ça change un peu. Ah non, les filles ne venaient pas à cette époque. Non, elles ne venaient pas. Ah non, on avait les garçons. Non, on se baignait. Mais en tout bien, tout le monde. On faisait des ruches pour attraper des essais d'abeilles dans les collines, parce qu'il y en avait de partout avant. Dans des châtaigniers, dans des vieilles maisons, dans des bouchines. Il n'y avait pas les maladies de maintenant. Et avec ça, avec le liège comme ça, on se faisait les ruches. Moi, j'ai commencé comme ça les abeilles. Je suis née à Coulbrière. Je suis allée à 2 ans à l'école maternelle. À 6 ans, je suis descendue à l'école primaire. Mais comme disaient beaucoup frères, avant, on n'avait pas de prénom ici. Parce qu'ici, c'était les classes et avant, c'était les logements de l'instituteur. Heureusement qu'on avait une institutrice super et qui a dit avec parents, mais il faut qu'elle aille en 6e parce que c'est un j'y pas. On avait un institut très, très sévère, comme je dis. Et avant, l'institut avait une place
prépondérante dans les villages. En sixième, il n'y avait pas de collège, il fallait que j'aille en pension ailleurs. Je suis partie à 11 ans, moi qui n'étais jamais partie de Colobrières. Je suis partie ailleurs en pension, je pleurais, je voulais aller retourner. Les Allemands étaient la grande bâtisse qui domine Colobrières. C'était la commandature qui était là. Ça leur permettait de réquisitionner des gens à Colobrières pour les faire travailler. Mon grand-père, qui venait d'Italie, lui, il allait au Lavandou faire les blockhosts. Mon père, bon, il fallait qu'ils aillent travailler sur le plateau d'Alembert, à Raverne et tout ça. Et mon père, il écrivait sur des boîtes de conserve à ma mère. Ils n'avaient pas de papier, rien du tout. Il faisait passer par une boîte de camembert ou du papier qu'il récupérait. J'avais un oncle qui avait été prisonnier pendant 5 ans. Il s'appelait Antoine. Et il fallait lui tirer des verninés pour qu'il nous raconte dans les camps de concentration et tout. Et les Allemands occupaient les écoles là. Et nous, on faisait des classes dans des remises, dans des gavages, dans le village. On a même fait un plein air pour les châtaigniers. On faisait une feuille de châtaignier pour remplacer le tabac pendant la guerre. Il y avait très peu à manger et on mangeait beaucoup de retabaga. On les ramassait les glands pour les faire griller, ça me remplaçait le café. On avait où il y a la salle des moufus, à l'époque c'était le garage des pompiers, ça appartenait à mon père, il y avait un puits. Et mon père avait caché beaucoup de gens là, dans ce puits, il avait sauvé pas mal de gens. Et le jour de la libération, venant de la route de Godferrand, il y a les Américains qui venaient. Et de l'autre côté, depuis en fait, il y avait les Allemands. Parce qu'ils venaient pour brûler le village. Quand il y a eu le débarquement, les Allemands sont partis du château, de Commandatur. Et quand ils sont arrivés à la route, à 6 km de Colobrières, à la Portanière, où il y a le mauvais virage là, ils étaient attendus par des maquisards ou pseudo-maquisards, ils ont été tués. Ils avaient fait une embuscade et je crois que c'était le patron de tout ce qui se tenait dans le plateau de Lambert qui avait été tué. Alors pensez-vous, c'était un gros gardé et ils venaient et se vengeaient. Voilà, donc les Allemands furieux, apprenant cette nouvelle qui était stationnée à la Crau, remontent à vélo sur Colobrières avec des grenades sanguinaires. Ils avaient au préalable miné le pont et on voit encore des caissons de minage. Quand il y a encore des trous sur les côtés, des vestiges, ça se voit, oui. Et bon, parce que là, les Alliés se sont rencontrés avec eux. Et les Américains arrivaient, les Allemands arrivaient, pratiquement au même moment. Ils auraient été les Allemands, ils avaient des bidons d'essence, ils les ont enfermés dans l'école pour les interroger. Oui, c'est caché, puis ils avaient vu arriver les tanks par la route de Grimaud. Ils ont dit, putain, les Allemands, alors ils se préparaient à leur tirer dessus, puis après, en fait, c'était les libérateurs, c'était les Américains qui en fait. Le jour du 15 août, je m'en souviens, je me vois ce défilé de camions interminables, de tanks et tout, qui passaient devant la mairie. Il faisait monter les enfants sur les jeeps, il y a ma mère qui est sur les jeeps avec d'autres enfants, oui. Après, alors les jours suivants, il y avait des chameaux, il y avait des spaghettis, tout le monde qui sortait des marmites, tout ce qu'ils avaient comme récipient pour donner à boire aux chameaux. Les goumiers qui venaient d'Afrique. Quand ils ont vu les tomates, ils s'y ont sauté dessus, ils voulaient tous des tomates. Donc chaque fois, il y en a un qui prenait une tomate, il mettait une boîte de conserve. J'ai un oncle, le frère de ma grand-mère, qui est mort, qui a été tué à Jouk, parce qu'il était dans la résistance, il s'était caché, et ils ont été dénoncés, et ils ont été fusillés. C'est pour ça qu'on appelle le pont Raoul Calvi, le pont vieux. Il s'appelle Raoul Calvi, c'est le frère de ma grand-mère. Fin juillet, il y avait 4 jours de fête, dont la fête se dépassait à Saint-Guillaume. Chaque famille avait un châtaignier attitré, si vous voulez. On mangeait sous le châtaignier. Et vous n'avez même pas besoin de porter à manger. La première table, il fallait aller assieds-toi. Alors à l'époque, les bagnoles étaient rares.
Les motos, il n'y en avait pas beaucoup. C'était beaucoup plus des bus comme Jovis. Il y avait la messe à la chapelle, il y a une chapelle à Monseigneur. Et on jouait du clairon devant les bastilles qu'il y a là. Et après, on faisait le tour dans le hameau. Il y avait une statue plâtre dans une très jolie chapelle de Saint-Guillaume, où Saint-Guillaume levait les doigts et on y accrochait une grappe de raisin parce que ça pouvait favoriser la récolte. Oui, c'était déjà intéressé. Et on défilait dans le hameau, je sais pas si c'était une rue, quoi, en fait. Et puis, on revenait, on finissait la messe. Alors, il y avait la fanfare et la musique de Colobrières qui montaient faire tout le tour des maisons. Il y avait des bars qui montaient à tour de rôle. Après, ça a été le comité des fêtes. Après l'après-midi, il y avait le concours de boule mixte, 2 ans que j'ai gagné avec ma mère. L'après-midi, on jouait aux boules à la muette. Il ne fallait pas parler parce qu'autrement, chaque parole, vous donniez 20 sous. Alors il y avait ils étaient quelques-uns qui passaient. S'ils entendaient un mot, tac, il fallait donner quelque chose, ils faisaient payer quelque chose. Et après l'orchestre, il y avait l'orchestre, l'accordéon, le trompette, le saxo, la batterie et tout le bazar. Hein. Et même des chanteurs. Et on dansait. Oh, des jambas, des polkas, des fourgonnetons, des valses. Moi, je me régalais à voir les couples danser, les danses de salon d'avant, le tango, le passo, il y en avait beaucoup. Et le soir, vous n'allez pas me croire, les gendarmes se mettaient au clos du Perlon. Pour avertir les gens qui montaient, ils leur disaient attention parce que ceux qui descendent, ils ne sont pas toujours prêts. Alors là, il n'aurait pas fallu souffler dans le ballon, là, vous n'aurez pas là. On aurait fait exploser. Et tout le monde descendait en filet. Il y avait des voitures et les gendarmes arrêtaient. Et ouais, faut vous dire que ça a changé. Le village était agricole. Hein. Maintenant, il a beaucoup perdu. C'était les vendanges, c'était l'agriculture, c'était le jardin. Les pois chiches, les fèves, les petits pois, enfin beaucoup de choses. Il y avait un peu de la campagne, et puis les gens allaient à Pierrefeu faire les saisons, les cerises, les pommes. Il n'y avait pas de tracteurs comme aujourd'hui. Il y avait le cheval. Comme mon grand-père, il travaillait beaucoup la terre et il labourait pour lui et pour d'autres. Le maréchal Ferrand était au bout du village, là-bas. Tous les 2 mois, 3 mois, il faisait ferrer les chevaux. Il travaillait dans la terre, dans les pierres, dans la colline, etc. C'était beau de voir travailler, se faire tout ça, les flammes, le feu, des aucun d'hectares à travailler avec des chevaux, c'était la brouille. Nous étions travail, campagne. Allez. Il y en a qui partaient 5h, 5h30 pour commencer l'ouvrage. Et quand il disait le cheval, j'entendais bien. Et quand il disait le cheval, mais il marchait loin dans les sillons. Et après, ils arrivaient très loin. Quand ils arrivaient à la retraite, c'était fatigué. Mes parents, sans me le demander, il fallait que je m'occupe un petit peu. Ils participaient aux travaux. Le soir, bien souvent, quand mon père arrivait, bien sûr, il était fatigué. On allait au grenier, on allait descendre le foin pour sa ration de nuit, l'avoine, le faire boire, et voilà, c'était la vie de notre jeunesse. À 12 ans, j'allais vendanger au domaine de Montaut, qui est entre Colobrières et Fleurpeuf, pour se faire de l'argent. Mais à l'époque, l'argent, on le donnait aux parents. On faisait vendange en famille la plupart du temps. Tout en avait. Et la machine, on n'en avait pas. C'était hors de question de ça. Ma grand-mère a travaillé jusqu'à 85 ans dans les vignes. Les costauds, ils tiraient la caisse jusqu'à la charrette. Ah ouais, mais c'était folklorique. En plus, le soir, c'était pas marrant quand vous arriviez des vendanges. Il fallait écraser le raisin. Parce qu'on passait ça au fouloir, comme on disait. Et alors, au moment donné, on appelle ça le décubage. Et alors, il y avait des presses dans les rues. Et alors, on a donné cling, clang, cling, clang. Chacun avait son petit pressoir, ou gros pressoir, ça dépend un peu la quantité qu'il y avait à faire. Au début, les gens avaient leur propre cave. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça
Et dans notre maison, il n'y avait ni qu'une. C'est petit à petit que la vigne s'est étendue à Colobrières. À l'origine, c'était pour la production, pour leur propre production. Ça a duré jusqu'à ce qu'il y ait le câble coopérative dans les années, je crois que c'était 55, 56 par là. Maintenant, ils font des qualités, tout, mais avant, c'était toujours le même raisin. Il y avait de la piquette aussi. Bon, plus de piquette que de Bombay. Il n'était pas traité ni rien. Mes parents étaient à Colobrières. Ma mère est d'une vieille famille de Colobrières. Et mon père, ses parents sont arrivés d'Italie dans les années 1900. Ma mère était réfugiée d'Italie. Elle est venue après habiter à Colobrières. C'est vrai que mon père. Mes parents sont nés à Colobrières, mais mes grands-parents, c'était le Piémont, l'Italie, Valoriate. Mon grand-père était suisse italienne. Ça fait tout le mélange. C'est d'abord mon père qui a traversé les Alpes là à pied, qui est venu tout seul. Je pense que la guerre de 14-18 avait fait beaucoup de dégâts, puisque les Autrichiens avaient envahi le nord de l'Italie. Il y avait eu beaucoup de morts, donc ça avait été pillé certainement, et donc ils sont descendus sur l'expatrié. Pas mal d'Italiens sur Colobrières, d'Espagne aussi. Alors il y avait ceux qui étaient sous le régime de Franco, qui venaient se réfugier en Provence. Ils venaient couper les pins. Il y avait beaucoup de coupes de pins à l'époque. Ils travaillaient tous dans la forêt, quoi. Mes grands-parents exploitaient les terres de la Château de la Verne. Ils sont venus travailler en France parce qu'en Italie, dans le Piémont, il n'y avait plus assez de travail. Ils sont venus pour faire du charbon de bois. Puis ramasser les châtaignes. À l'époque, il y avait beaucoup de châtaignes, et le tonnage était important. C'était très très dur. Très dur parce qu'ils n'étaient pas français, donc ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Des personnes qui ont eu des difficultés à l'époque avec les papiers, tous les papiers qu'il fallait fournir, il fallait remplir, ils ne savaient pas. Ils ont fait après leur vie ici, ils se sont adaptés finalement comme beaucoup, parce qu'ils n'ont pas été les seuls dans ce cas. C'était terrible pour tout le monde à l'époque. Les gens qui allaient faire le liège dans la colline, c'était des Italiens, c'était des Espagnols, c'était des Français. La vie était rude pour tout le monde. Quand j'étais petite, ils partaient la semaine pour aller faire les coupes de bois. Ils partaient en vélo, ils allaient en vélo à Pignol, et même plus loin encore. Ils restaient toute la semaine, ils venaient que le week-end. Dans la forêt, le liège, le bois, les départages de bois, et puis mon père faisait un peu des journées pour un pour l'autre avec les chevaux. On travaillait beaucoup dans le bois, dans la colline, parce que il y avait les scieries de bois qui fonctionnaient. Il y avait une scierie à Colobrières qui marchait très bien. C'était la scierie Guiponi, où il y avait de grosses loupes de pain aussi. Donc, on y faisait des poutres, des planches, des chevrons pour les toitures, etc., etc. Donc, tout ça menait beaucoup de monde. Et nous, avec les mulets, on débordait les bois. Il y avait aussi des bouchonneries de Colobrières qui apportaient un grand mouvement, qui apportaient une source de revenus. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y avait 7 bouchonneries. C'est employé une main-d'œuvre ouvrière. Il y avait 300 ouvriers. 300 ouvriers. Des oui. Moi, j'étais assise comme ça. On avait la machine qu'on pédalait. D'une main, on poussait, comme ça, doucement, doucement. C'était des bandes de liège, pas plus larges que ça, vous voyez. Et avec le pied, on poussait, et le bouchon, il tombait derrière. Hein. C'était très dangereux. C'était comme un rasoir, vous voyez, une lame, ben voilà, c'était comme ça. J'ai travaillé, j'ai laissé mon bois. Hein. Je crois que le liège, on le lève au mois d'août, quand il est très chaud, là. Et ça dure quoi? Un mois ou deux. Il s'ouvre naturellement. Que si vous le prenez l'hiver ou quoi, vous ne pouvez pas le décoller. Vous faites le saigner sur l'arme, vous faites ça, et ça sort. Quand il allait au liège, moi j'étais minot, moi. Il y avait le vélo comme porte-bagages devant,
Il me mettait dessus, 2h30 le matin, il me partait dans la colline à attendre. Dès qu'ils vont commencer à y voir, ils attaquaient à lever le liège. Il faut monter, puisque c'est pas nettoyé, donc il faut faire d'abord ce qu'on appelle un sentier, on appelle donc une rassade, on appelle ça, donc c'est un sentier large d'un mètre et demi à 2 mètres, pour qu'on puisse passer. On appelait ça le traîneau, on y disait la tirasse. Cette tirasse, il fallait la porter sur les épaules. Et comme ce n'était pas plat, c'était pas la joie. Il fallait le descendre, puis il fallait remonter, enlever encore, puis le descendre, et puis remonter. Vous avez les temps qui vous piquent en permanence, vous avez des dizaines, des centaines. Donc c'est terrible comme travail. Les arbres morts, quand ça cassait par les mauvais temps, un arbre qui crevait, un arbre qui... Et ça, on le portait à l'usine à Kurs. Il faisait avec ça l'isolant. L'isolant pour les chambres froides, les chambres froides des bateaux, tout ça. Un jour, ce liège ne se vendait plus. Donc, ce n'était plus rentable et tout est parti à l'abandon. Que nous, à Colo, c'était rien que des pins dans les forêts. Il y avait c'était un millier d'hectares avec que des pins. Alors, et puis il pleuvait. Et pas de secret, il pleuvait. Oh, les champignons. Les cèpes, ils les ramassaient pendant la saison de châtaigne. C'est-à-dire quand vous étiez dans les châtaigniers à ramasser les châtaignes, tiens, il y a un cèpe là, oui. Ou des girolles. Moi, j'ai ramassé tous les matins un panier, rien que en montant au Condamine à pied. Oui, ma mère et ma tante, mon oncle et mon père, ils partaient tous les 4 avec des cajots. Ils ramassaient, ils remplissaient le plateau du camion de cajots. Alors, ils arrivaient, il y avait un marchand qui venait tout récupérer. Moi, vous savez, j'ai une image qui me frappe quand j'étais gamin. C'est que quand je montais la rue Jean Jaurès, celle qui est face au pont, vous savez, quand vous prenez le pont, c'est que c'est une image que j'ai. Devant les maisons, il y avait des cajots de champignons. Des centaines de kilos, des milliers de champignons. Tous les soirs, c'était plein de paniers de champignons. Ça rapportait beaucoup. Ça faisait un 13e mois. Après, il y a eu la maladie du peigne et ça a tué. Puis la sécheresse. Jusque dans les années 70, oui. Les champignons, c'était quelque chose ici qui avait une importance extrême. Maintenant, avec le changement et la sécheresse qui s'installe, c'est de plus en plus rare. La forêt méditerranéenne est vouée à brûler parce que le climat méditerranéen s'y prête. Et quand il y a le vent et la sécheresse en été, on tremble de peur de voir brûler. En exploitant le chêne liège, les forêts étaient propres. On aurait vu passer une petite souris. Tandis que maintenant, c'est impénétrable. Et les feux, il y a de quoi manger. Donc, c'est pour ça qu'il y a des incendies aussi grands. On avait le rameau de harpie en bas, à proximité. Et tous ces gens qui voulaient participer et travailler, on les faisait travailler avec nous, avec d'autres personnes de colonial, parce que bon, il fallait trouver à la réserve. Des fois, on était 12, 15, 20. À l'époque, notre mari, quand il y a le feu, il part, il fait 5 jours de Dieu, il rentre à la maison. J'étais resté là-bas avec ton enfant. Heureusement, on reste tranquille. Je te jure, on reste les pauvres, il n'y a personne qui te fait peur. C'était l'ONF qui s'occupait pour le faire travailler. Vous savez. Un personnel des eaux et forêts qui était en permanence avec eux, qui était le directeur du camp. Et bien sûr, ils avaient des camions de l'ONF, enfin non, des camions des eaux et forêts, qui bien sûr faisaient la navette, leur apportaient le ravitaillement, et qui le matin les amenaient sur les chantiers, et les ramenaient le soir au camp. Et ils partaient avec 2 camions, et tous les jours, ils allaient nettoyer les collines. Pour faire des stations. Il y avait 2 contremaîtres qui surveillaient, et ils rentraient le soir. Mais ça travaillait dur, hein, c'était... Travailler à la forêt, il n'y a rien, il n'y a pas d'herbe ni crève, il a mis des broussailles dans la forêt. Ils arrachaient les souches de bruyère, il fallait les connaître. Ils les enterraient, il fallait pas que ça prenne ni le soleil, ni le vent, il ne fallait pas que tout le monde se fende de suite. Et alors après, il les portait là où Jackie avait l'entrepôt là. Ouais, en face. Là. Et le type, il mouillait avec des sacs de jus, il mouillait tout le temps. Ouais. Il tenait. Et il y avait un monsieur avec une petite scie là.
Et ils faisaient ce qu'on appelait les broches. Les broches de pipe. Et ça, après, ça montait à Saint-Claude. On va faire la pipe. Histoire de la guerre d'Algérie. Notre mari, il a défendu la France, voilà. Il a fait 3 ans de service militaire. Et quand il est fini, il est sorti. La guerre n'est pas finie. C'est sorti libre. Ah, il va le gorger. Parce qu'ils ont dit, quand vous partez service militaire, il faut la guerre. Vous venez chez moi, vous ne partez pas avec les Français. Et lui, il préfère que j'étais parti avec les Français. Les harkis, c'est la fin de la guerre d'Algérie en 1962. C'est les accords d'Évian. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. C'est l'histoire de France. C'est d'ailleurs pas une page des plus glorieuses pour ce qui me concerne. Quand on est arrivé dans le bateau, on est venu le bateau de guerre 63. Quand on est arrivé, on était sur Capilote. À partir de 70, on a Colombrière. On les a de suite mis à pas près du village, hein, Capelude, 17 km peut-être en voiture, entre 14 et 17. Ils ont été accueillis dans des camps. Alors d'abord, ils ont été accueillis dans des grands centres, des grands camps, puis ensuite ils ont été ventilés petit à petit dans certains villages qui avaient de la forêt. Quand on est arrivé, nous, on ne comprenait rien déjà, on n'était pas des là-bas, on était jeunes. Et moi, j'arrivais de la fille des là-bas. J'étais enceinte de ma fille, qui est une malade avec pas faire peur. J'ai le couché à la maison, de pas de téléphone, pas de payer le médecin. Et là, on leur portait à manger, portait le couscous, des provisions. Ils avaient un robinet, de l'eau, et cuisinières à bois, ils se chauffaient au bois. C'était une dalle en béton, et puis ce qu'on appelle maintenant des préfabriqués, quoi, voilà, une préfa qui était en bois, au lieu d'être en plastique maintenant. Voilà. Ils ont refait des maisons, t'as pas de douche, il n'y a que des toilettes. Ils étaient là-bas quand même, on a resté 8 ans et demi. Ça a dû être très dur pour eux au départ, hein, c'est sûr. Hein. Il y avait une école primaire qui a été créée pour eux là-bas, une classe quoi, à Capelude. Puis après, un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, ils sont descendus. Ils ont été déplacés sur le hameau de Chapelle, donc beaucoup plus proche du village, puisque Capelude, ça fait à peu près 12 km. Et on a construit pour eux, de l'autre côté, à l'entrée du village, en venant de Bierfeu, à 2 km au-dessus, quoi, à 20 km et demi, 2 km. L'autre camp, et alors là, les enfants, on est à l'école à Colombrière. On est allé à l'école avec les Harkis, on est allé à l'école avec les Portugais. Finalement, tous ces émigrés, tout le monde a plus ou moins trouvé une maison, un logement, et s'est installé mieux qu'au départ. Mon père était paysan, donc il entretenait des châtaigneraies. Donc pendant les vacances de Hatsusa, on allait ramasser les châtaignes. Il y avait l'hiver. Alors à ce moment-là, on nettoyait les chênes de liège. Ratisser, brûler pour pouvoir les ramasser, parce que si vous voulez ça de feuilles, vous ramassez rien du tout. Quand on ramassait les châtaignes, on avait un âne et on montait à pied dans la colline, on passait de là, on montait comme ça, pour arriver en haut. Tout à pied. On avait le petit râteau en bois, on cassait les bogues, à l'époque il y avait beaucoup de châtaignes quand même. On avait des petits Saint-Antoine, on mettait des châtaignes. Pour le village, c'était quelque chose, sur le plan économique, c'était quelque chose d'important. Ils ramassaient, puis ils allaient les vendre ici à Colombrière, là, comment dire, chez l'entreprise Gain, là, qui est pour nous, ou alors à l'usine de marron. C'est mon père qui a créé l'usine de marron, la confiserie azuréenne. C'est-à-dire les gens nous emmenaient leurs châtaignes et nous on leur faisait 3 prix, petites, moyennes et grosses. Comme il y avait beaucoup de châtaignes, il y avait l'usine de marron glacé qui fonctionnait et qui faisait travailler quand même beaucoup de monde à la saison. Moi j'ai travaillé à l'usine de marron. On faisait la confiture, le marron glacé. Avant d'avoir un emploi stable, on a plutôt les femmes travaillé à l'usine de marron. Des gens sportifs de Colombrière avaient décidé de créer une course pédestre. Les responsables et les castagniculteurs se sont dit, mais pourquoi on n'en ferait pas une fête où chacun vendrait tous ses produits. C'est à partir de la course pédestre qu'est née la fête de la châtaigne. Oyez, oyez, réveillez-vous, réveillez-vous. Aujourd'hui à Colombrière,
grande manifestation. Dernier jour, fête de la châtaigne. Au programme, exposition de 48 métiers, place de l'église. Venez nombreux, qu'on se le dise. Oyez, oyez, bonne journée. On est venu pour l'ambiance, le côté familial et puis la douceur du sud de la France. C'est sympa, plein de spécialités. On voit à la fois des gens d'ici et des gens qui viennent de loin, donc c'est très agréable et c'est très sympathique. Ah oui, non, mais on a été même surpris avec mon mari de l'ampleur de l'événement. Ça fait presque 30 ans que tu viens. 30 ans. Et vous Depuis que tu arrives. Voilà, 25 ans. Chaque année, on vient de Bandol. Voilà, avec ma copine, là, on se régale. On se régale. Ah ouais. Mais on s'amuse bien, c'est sympa. Purée de châtaigne, crème de châtaigne, alcool de châtaigne. Et je pense que vraiment un patrimoine merveilleux vous avez ici. Et c'est super de pouvoir mettre ça en évidence. Alors, je lève celles qui sont un peu grosses. Ce qui est petit, belle. Elle est belle. Ça des mauvaises, ben, je les lève. Si elles sont un peu trop petites, je le mets là. D'accord. Assise. Assise, voilà. Je les fais partir comme ça. Restez, oui. On le sent, on ne peut pas le voir. Trop petit, vous voyez. Ça, je le mets là. Pardon, excusez-moi là. L'écran marron. On y est bien à Colobrières. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ah, la fête de la châtaigne, c'est notre emblème, ça. Hein? Notre carte de visite. Mais bon, on est ici, bon. On n'a pas envie d'aller ailleurs. C'est mon village, et je m'y trouve bien. J'ai mes parents, j'ai mes enfants. Voilà. Il y en a, ils n'aiment pas, hein. Il y en a, ils aiment la ville, les magasins. Moi, ça ne fait pas pour moi. On a eu une qualité de vie que ailleurs, ils n'ont pas eu, hein, dans les grandes villes. Colobrières reste, pour les grandes instances, un poumon d'oxygène de l'Europe. Comme quand on demande qu'est-ce que c'est un pays, un pays c'est une terre et des hommes. Hein? Pour moi, Colobrières, c'est ma terre,